Bonjour à tous, je m'appelle Philippe Archambault et j'ai le plaisir d'animer Cause Prévention, un balado sans risque de la STAS. Dans ce balado, on va à la rencontre d'expertes et d'experts, de passionnés de la SST, de personnes engagées sur le terrain qui collaborent à améliorer leur milieu de travail. Au fond, l'objectif est de causer prévention pour la promouvoir et la faire rayonner. Aujourd'hui, on va parler de motivation au travail. On sait de manière instinctive, je dirais, que la motivation est une chose importante. Elle est au cœur de notre vie personnelle et professionnelle. C'est comme la santé, tout le monde veut être en santé, tout le monde veut être motivé. Mais ça veut dire quoi à être motivé? Ça consiste à quoi? Ça tient à quoi? Comment une personne devient motivée? Comment une équipe se garde motivée? Et bien sûr, dans le cadre de ce balado, ce sont des questions qui nous intéressent sous un angle de santé et de sécurité du travail. Pour y voir plus clair, nous avons l'invité tout désigné en matière de motivation au travail, Jacques Forêt. Bonjour, Monsieur Forêt. Bonjour. Alors, vous êtes psychologue organisationnel et conseiller en ressources humaines agréé. Vous avez le bonheur d'enseigner à l'UQAM, où vous êtes professeur titulaire au département d'organisation et ressources humaines de l'École des sciences de la gestion, l'ESG pour les intimes. Merci d'être avec nous. Nous ne nous connaissons pas personnellement, mais j'ai eu la chance, comme tous mes collègues, de vous rencontrer, vous et votre belle équipe de doctorantes et de doctorants, dans le cadre d'une évaluation organisationnelle que vous avez menée en novembre 2023 à la STAS. Personnellement, cette démarche d'équipe m'a laissé un grand questionnement. Suis-je motivé de manière générale, et mon équipe, et elle, et lui? Mais aussi, elle m'a laissé cette conviction: nous pouvons individuellement et collectivement agir sur la motivation. Elle n'est ni innée, ni le fruit du hasard. Pour paraphraser Simone de Beauvoir, on ne naît pas motivé, on le devient. Alors, avant de définir ensemble la motivation, j'ai une petite question peut-être plus personnelle. Qu'est-ce qui vous a poussé? Quel est le motif ou la motivation à s'intéresser à la motivation? Juste pour donner un peu de background ou un paysage à vos réponses. D'où ça vient cet intérêt pour la motivation? Là, ça va avoir l'air champ gauche, là, mais c'est le skateboard et le snowboard. Donc, moi, j'ai pas de l'air de ça en veston-cravate, là, mais j'ai fait du skateboard longtemps, de la planche à neige aussi. Puis, j'ai tout le temps été fasciné par les athlètes qui étaient bons et qui étaient des exemples à suivre. Il y a des gens parfois qui sont très performants, mais qui sont pas des super exemples à suivre. J'étais tout le temps fasciné par les gens qui sont comme des bons citoyens publics et qui étaient des bons athlètes. Fait que l'étincelle de départ, c'est vraiment de comprendre comment quelqu'un peut avoir un fonctionnement optimal. Au départ, c'était en sport, puis ma maîtrise est en psycho du sport, mais par souci de rejoindre le plus grand monde, là, maintenant, c'est le travail et les autres sphères de vie. Il y a encore un intérêt pour le sport, là, mais l'étincelle de départ, c'est les sports que je pratiquais. Le skateboard. C'est oui, effectivement, je ne m'attendais pas à ça comme réponse. Donc, maintenant que ce paysage est campé, donc des sports de haut niveau, de la compétition, qui appartient à votre passé professionnel, j'aimerais qu'on définisse cette notion qui a l'air si simple, si familière, mais moi, j'ai toujours eu une espèce de méfiance envers ce qui nous paraît très familier. Mm-hmm. Parce que quand on commence à creuser le familier, on trouve un peu de complexité impensée ou qu'on n'avait pas vu venir. Donc, sans entrer dans le cadre théorique comme tel, quelle est la motivation? Quelle serait une définition simple de la motivation? On pourrait définir de manière simple la motivation comme une voiture. Une voiture, vous avez un volant qui décide de votre direction. Vous avez un moteur qui peut être plus ou moins gros, qui est l'intensité. Puis vous avez un réservoir à essence qui lui aussi peut être plus ou moins gros, qui va vous propulser. Donc c'est une direction, une intensité puis une persistance. Ça, c'est comme la définition de base. J'ai des buts, je mets de l'énergie, je les atteins. Donc ça, c'est la définition de la motivation dans sa
quantité. Mais le modèle qu'on utilise, nous montre que la quantité, à la limite, c'est pas important. C'est la qualité qui va faire une différence. Mais en gros, la motivation, qu'est-ce que c'est? C'est le volant pour savoir quelle direction je choisis, le moteur, quelle vitesse je vais, et le réservoir à essence, combien de temps je vais rouler. Merci pour cette métaphore éclairante. Donc, c'est pas juste la forme d'énergie, mais dans un entretien que j'écoutais, vous parlez aussi du spectre dans lequel l'état d'être motivé s'inscrit. Oui. Parce que dans ce questionnement-là qui m'habite depuis que j'ai rencontré votre équipe, depuis que mes collègues ont rencontré votre équipe, suis-je motivé? C'est pas oui ou non. J'ai l'impression qu'on peut on fluctue dans le temps, évidemment, mais j'ai l'impression qu'il y a différents pôles ou différents états. Il y a un continuum d'autodétermination. Le modèle qu'on utilise, nous, c'est la théorie de l'autodétermination. En anglais, c'est Self-Determination Theory, qui postule que n'importe quelle tâche, que ce soit le travail, faire des sports, avoir des enfants, faire du bénévolat, peu importe la tâche, il y a un continuum de qualité qui nous anime. On va du plaisir à « je ne sais pas pourquoi je le fais ». Puis entre les deux, c'est là que les déclinaisons deviennent intéressantes. Donc le plaisir, la motivation intrinsèque, c'est faire des tâches parce que je trouve ça intéressant. J'aime ça, je trouve ça le fun. Comme moi, quand j'enseigne à l'UQAM, la première chose que les étudiants font, c'est qu'ils me pointent leur montre. Je comprends pas pourquoi, mais ça fait 1h30, je parle, j'oublie le temps. Donc lorsqu'on est dans le ici maintenant, c'est la motivation intrinsèque. C'est ce qu'on souhaite avoir le plus possible, mais c'est impossible de l'avoir tout le temps. C'est là que les autres types de motivation embarquent. Le premier type de motivation extrinsèque, c'est n'importe quelle tâche qu'on fait qui est pas nécessairement intéressante, mais on sait que ça fait une différence. Mm-hmm. Moi, ma mère a été infirmière, elle a été prof de cégep pour les futures infirmières, puis elle enseignait de prendre soin de l'autre comme si c'était vous-même. Fait que dans une job d'infirmière, il y a plein de tâches qui sont pas nécessairement agréables, mais lorsque tu valorises le bien-être de la personne en face de toi, tu vas faire plein de tâches pas agréable, mais parce qu'elle donne du sens. Mm-hmm. Ça, c'est ce qu'on appelle la motivation identifiée. Le plaisir, c'est le meilleur prédicteur de « je me sens bien ». Le sens, c'est le meilleur prédicteur de « je livre la marchandise ». Puis là, ensuite, quand on glisse sur le continuum d'autodétermination, le troisième type, c'est tout ce qui est pression interne. Je veux être fier de faire cette tâche-là et je veux éviter la honte et la culpabilité. Le problème avec ce type de motivation-là, c'est que c'est comme d'appuyer sur le gaz puis d'avoir le break à bras d'enclencher. C'est que la moitié bonne de « je veux me prouver que je suis capable », c'est assez fortement relié à des indicateurs positifs, mais elle vient jamais sans sa contrepartie de « je me sentirais donc mal si je me plantais ». Donc, quand on regarde les résultats de recherche, la pression interne, ce qu'on va appeler en recherche la motivation introjectée, c'est comme mi-figue, mi-raisin. C'est un peu de positif puis il y a beaucoup de négatif là-dedans. Puis finalement, il y a le dernier type de motivation qui est purement extrinsèque, qui peut être social ou matériel. Donc, plaire aux autres, éviter de se faire taper sur les doigts, vouloir notre salaire ou éviter de perdre notre job. Puis là où ça devient compliqué, c'est que les gens se disent « ben oui, on travaille pour l'argent ». Mais c'est pas le cas. En tout cas, c'est pas entièrement le cas. Parce qu'il y a une question super intéressante qui est posée depuis 1955 qui va comme suit, c'est si vous aviez suffisamment d'argent pour vivre confortablement jusqu'à la fin de vos jours, est-ce que vous continueriez à travailler? C'est 3 personnes sur 4 qui continueraient de travailler même si on enlevait l'argent. Donc, dans le continuum d'autodétermination, l'argent, c'est comme la portion la plus extrinsèque, mais elle vient être complétée par les autres types. Puis là, en dernier, vous avez la démotivation, c'est je mets des efforts, mais j'ai oublié pourquoi, on a perdu notre boussole. Donc, on part de plaisir à sens, à pression interne, pression externe, récompense, puis démotivation. Puis là, lorsqu'on met la santé, lorsqu'on met la sécurité par-dessus le continuum, c'est là qu'on se rend compte que le plaisir, oui, c'est un prédicteur de « je m'intéresse à ça », mais ce qui va vraiment créer la différence au quotidien, c'est « j'y crois tellement » que je vais mettre les efforts. Mmh. Donc, que ce soit en santé, sécurité, en bien-être, en rétention, le plaisir est un excellent allié, mais le meilleur allié, c'est de faire internaliser des trucs externes, mais que les gens vont se dire, c'est tellement important pour moi que je ne passerai pas à côté. C'est créateur de sens. Oui. Pour l'individu, mais aussi pour une organisation, pour une équipe. En langage grand public, on l'appelle le sens parce que les gens comprennent puis peuvent se raccrocher à ça. Mm-hmm. Mais lorsqu'on regarde les items de mesure dans nos échelles de motivation, c'est en accord avec mes valeurs personnelles. Mm-hmm. J'estime important de le faire. Ça fait une différence dans la vie des autres. Donc, c'est des exemples d'items qu'on va mesurer.
Merci pour d'avoir tracé ce continuum-là, donc de l'intérieur vers l'extérieur, intrinsèque, extrinsèque. Toujours dans l'idée de définir une notion familière, en SST, on parle souvent d'engagement, de mobilisation. Oui. Est-ce que il y a une parenté entre, disons, la mobilisation et la motivation? Si oui, comment situer ces notions-là? D'un point de vue grand public, il y a à peu près pas de différence entre engagement, motivation, mobilisation. En recherche, des fois, on coupe les cheveux en quatre, puis on va faire des différences. En anglais, ils ont même 2 mots pour engagement. Ils ont engagement et commitment. Mm-hmm. Mais de manière générale, sans rentrer dans le fin détail psychométrique, là, mobilisation, c'est à peu près juste au Québec qu'on parle de ça. Et on va dire que la motivation est individuelle et la mobilisation est collective. Mais ça serait comme de dire ce n'est pas un chat, c'est un félin domestique. Mais dans les 2 cas, c'est un chat. Donc, la motivation ou la mobilisation, on va parfois faire la différence individuelle ou collective, mais lorsqu'on regarde les résultats de recherche, il n'y a pas vraiment grande différence. Mm-hmm. Si individuellement, on croit à quelque chose d'extrinsèque, on s'identifie à la mission puis on s'investit, ben ça va être d'autant plus favorable s'il y a d'autres gens autour de nous qui s'impliquent avec le même niveau de ferveur. Donc, que l'on parle d'engagement, de mobilisation ou de qualité, de motivation, pardon, faut souvent faire la différence entre la quantité puis la qualité. Je dis souvent la blague, moi, dans mes formations, est-ce que vous voulez quelqu'un qui est engagé à tous les jours faire le plus de chicanes possible avec les collègues et qui veut péter les pneus des voitures des collègues? C'est quelqu'un d'excessivement engagé. À tous les jours, il crève des pneus puis il crée des chicanes. Il est engagé, mais on voit que l'engagement n'est pas de qualité. Donc, indépendamment du choix du mot, il faut faire la différence dans nos propos que tout type d'engagement, tout type de motivation ou de mobilisation ne se vaut pas. Et on parlait d'intrinsèque et extrinsèque. L'extrinsèque n'est pas mal, n'est pas négatif s'il est fortement internalisé. Il y a une multitude de choses qu'on fait à tous les jours sans s'en rendre compte, puis c'est pas agréable, mais on le sait que c'est important. Mm-hmm. Jeter sa pelure de banane dans le compost plutôt que les vidanges, ça demande un petit effort cognitif, mais quand c'est important pour nous, on fait ce petit effort-là. Puis sur une journée, il y a plein de tâches désagréables qui sont extrinsèques, mais on l'a assez digéré pour s'approprier ça. Donc, quand on parle d'engagement, je suis tout à fait d'accord, mais il faut voir quel type d'engagement, c'est quoi sa teneur, puis est-ce qu'il a du souffle. Donc là, on a le lien de parenté, mobilisation, motivation. Un autre, juste pour bien cerner cette notion-là de motivation, dernièrement, je lisais un article dans La Presse ou Le Devoir, puis c'était sur notre piètre score en termes de productivité au Canada et au Québec. Paraît-il, on n'est pas très productive. Et je me demandais, mais puisque j'ai toujours ce questionnement-là qui me hante depuis que j'ai rencontré votre équipe, est-ce un problème de motivation? Ou, plus sérieusement, quels sont les rapports entre productivité et motivation? Ça, c'est une très bonne question. Puis là, vous vous adressez à un psychologue, puis moi, je vais vous dire, on s'en fout un peu. Puis je vais vous dire pourquoi pas. On s'en fout, là. Faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, là. Mais en ce sens, la productivité, si on regarde comment les économistes le définissent, c'est souvent des infrastructures étatiques ou des mécanismes qu'on met en place pour que collectivement, on livre la marchandise. Mais ma question, moi, pour les économistes, c'est quoi que vous livrez? Moi, comme psychologue, ce qui est important, puis demander à n'importe qui sur son lit de mort qu'est-ce qui est important, il va pas vous dire la productivité de mon pays, je suis tellement fier d'y avoir contribué. Il va dire, j'ai aimé des gens, j'ai fait du meilleur que je pouvais, j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais, puis j'ai créé une différence. Moi, depuis 13 ans, je lis à chaque année, le 20 mars, sort le World Happiness Report, le rapport mondial sur le bonheur. C'est une sous-branche de l'ONU qui le fait, puis c'est le premier sondage représentatif de la planète Terre. On a 1000 personnes dans des échantillons stratifiés représentatifs dans 164 pays, puis on regarde c'est qui les plus heureux puis les moins heureux. Puis on serait bien niaiseux de ne pas s'inspirer de ceux qui sont très bons et d'éviter de faire comme ceux qui ne sont pas très bons. Le Canada, cette année, on est au 18e rang. On n'est pas pire, sur 164. On enlève le Québec de ça, on monte au 6e rang mondial. Il y a 5 États qui font mieux que nous sur toute la planète pour rendre les gens heureux. Donc, si on revient à la question de la productivité,
moi, je trouve que c'est comme une non-question. Oui, peut-être que des économistes ou des gens en industrie, c'est une variable importante. Puis si on traîne la batte, je suis tout à fait d'accord qu'on investisse là-dedans ou qu'on mette des efforts ou des ressources. Mais lorsqu'on regarde, est-ce qu'au final, la majorité des gens autour de nous sont heureux? Là, ça devient intéressant. En tout cas, pour moi. Ouais. Donc, si on prend le mélange de est-ce que je suis bien et est-ce que je suis bon, c'est là qu'on voit que le plaisir et le sens, c'est les deux meilleurs alliés. Puis ce continuum d'autodétermination-là, comment l'augmenter, comment augmenter la qualité des motivations. Le modèle qu'on utilise va postuler qu'il y a 3 vitamines psychologiques. On va y arriver à ce super modèle parce que je veux juste prendre bien le temps de clore cette première série de questions autour de la motivation parce que là, je pense que bon, déjà, on avait une connaissance intuitive, la motivation. Après, toutes ces informations, on a une connaissance enrichie. Je me demandais, et la question peut sonner très, très naïve, mais pourquoi est-ce si important, la motivation au travail? Et je pose la question avec l'idée que, après tout, c'est la première chose qui est demandée par un employeur, une lettre de motivation. Mm-hmm. Ben, d'après moi, le sport ou le travail, c'est des sphères de vie où on va constater les symptômes de la qualité des motivations. Dans les formations que je donne, moi, souvent, les gens vont dire « je cherche des gens motivés ». Ce qu'ils décrivent, ce sont des conséquences des motivations autonomes. Je veux des gens qui arrivent à l'heure, qui s'investissent, qui partagent librement l'information, qui sont altruistes, qui aident des collègues, qui peut-être pas tout le temps, mais parfois vont aller au-delà des attentes ou à tout le moins minimalement rencontrer toutes les attentes. Ça, c'est des conséquences des motivations. Puis le plaisir et le sens, c'est toujours les meilleurs alliés. Puis on va souvent me poser la question, mais qu'est-ce qu'on fait avec les gens orgueilleux, compétitifs ou qui, à chaque fois, se disent ben, combien ça paye de faire cette tâche-là? Mais le but, c'est de déplacer le curseur vers des motivations plus autodéterminées. Je comprends. Avant de plonger dans le modèle d'autodétermination qui est un aspect décisif pour bien comprendre la motivation au travail, sur quoi elle repose, quelles sont ses sources, j'avais une petite question champ gauche que vous avez un peu anticipé tout à l'heure avec l'exemple d'un collègue très motivé à faire le mal ou à faire des mauvais coups. J'avais quand même la question, peut-on être trop motivé? Puis, ce qui m'amène à poser la question, c'est est-ce que la motivation, c'est toujours une bonne chose, une bonne affaire? Puis, tu sais, je pense, une personne très, très motivée, si le lieu ou le milieu ne peut pas accueillir cette motivation, c'est le sens de ma question, non pas de l'intention, mais plutôt dans la relation aux autres, peut-on être trop motivé? Là, on va faire un petit peu de gymnastique intellectuelle, puis je pense que ça va répondre à la question que vous me posez. Si on prend plaisir et sens, puis on les met ensemble, on appelle ça la motivation autonome. Si on prend pression interne et récompense, puis on met ça ensemble, on appelle ça la motivation contrôlée. Il y a des enquêtes qui regardent si on est élevé, faible, faible, élevé et faible, faible. Donc, ce que ça veut dire, c'est si tu es très motivé par le plaisir et le sens et l'ego et les réputations, est-ce que ça serait mieux ou moins bon que si tu as juste le plaisir et le sens? Les résultats montrent que c'est toujours mieux d'avoir plaisir et sens que tout le reste. Donc, si vous avez plaisir et sens élevé, c'est comme moins négatif d'être un petit peu orgueilleux, compétitif puis être à l'argent, parce que vous avez les deux sous-types qui amènent des conséquences positives et vous protègent relativement des conséquences négatives. Là où ça peut devenir problématique ou juste bon à court terme, c'est si vous êtes élevé sur la motivation contrôlée et faible sur la motivation autonome. Par exemple, des études en contexte sportif vont montrer que des environnements très compétitifs, très surisants, où la quantité à court terme, c'est la seule chose qui compte, ça peut peut-être être adaptatif d'être élevé sur pression interne et récompense. En même temps, vous allez toujours avoir un coût émotionnel, physique, psychologique qui va vous fatiguer. Mais est-ce que
c'est correct, entre guillemets, d'avoir ça. Bien, dans certains environnements, ça peut peut-être marcher à court terme. Et ensuite, l'absence à la fois de quantité et de qualité est souvent reliée à l'épuisement, l'absence de sens, l'anomie, qu'est-ce que je fais sur Terre, des questions existentielles. Donc, quand on dit, est-ce qu'on peut être trop motivé? La réponse est globalement non. Mais si on a uniquement les motivations moins saines, c'est là que le train peut déraper un peu. Oui, je comprends bien. Maintenant, abordons le tabouret. Le fameux modèle de l'autodétermination, vous l'avez évoqué. Oui. Je vous ai freiné un peu parce que je voulais m'assurer de faire le tour de cette introduction sur le sujet même de la motivation. Mais je crois que c'est très important pour notre public d'avoir certaines bases de ce modèle-là. Donc, le continuum d'autodétermination, il y a une méta-analyse qu'une collègue belge a fait en 2021, Anja van den Broek, qui montre que plaisir et sens, vous gagnez toujours à la loterie, à la fois pour vous-même et les gens autour de vous. Puis plus on glisse vers pression interne, externe et récompense, moins c'est bénéfique. Là, la question qu'on a à ce stade-ci, bien, comment je fais pour augmenter les bons types puis diminuer les mauvais types? C'est là qu'arrive la notion de 3 besoins. Pour comprendre la notion de besoin, moi, je fais souvent l'analogie avec le corps. Si je vous mets sur une île déserte, pas de bouffe puis pas d'eau, en 3-4 jours, vous mourrez. Si je mets une cloche en verre autour de vous puis j'enlève l'oxygène, là, c'est pas 3-4 jours, c'est 3-4 minutes, le décès est instantané. Si je vous vole votre téléphone intelligent, vous paniquez. Mais est-ce que vous mourrez? La réponse est non. Donc, un besoin, un téléphone, c'est pas un besoin. L'oxygène, c'est un besoin. Pourquoi? Quand je l'enlève, je constate instantanément que ça va mal, puis quand c'est là, ça va bien. Quand on l'amène au niveau des besoins psychologiques, il y a la fameuse pyramide des besoins de Maslow qui est très connue, que j'invite tout le monde qui nous écoute à oublier. On la met de côté. Elle a évolué. Puis la théorie de l'autodétermination, maintenant, il y a des évidences dans plus de 123 pays. Et quand on regarde qu'est-ce qui est important pour un humain au niveau psychologique, il y a 3 besoins qui sont plus importants que les autres. Le besoin d'autonomie, de compétence et d'affiliation. Donc, il y a plus que 3 besoins, mais ces 3-là, systématiquement, c'est ceux qui expliquent pourquoi ça va bien et pourquoi ça va mal quand ils sont satisfaits et frustrés. Le besoin d'autonomie, c'est le plus difficile à définir parce que lorsqu'on dit autonomie, les gens pensent à indépendance ou laisser-faire. C'est pas le cas. L'autonomie, c'est de faire des choix à l'intérieur de certaines règles et limites, d'internaliser des règles, puis une fois qu'on connaît où est la clôture, bien, on agit à l'intérieur de ça. C'est aussi d'agir en conformité avec vos valeurs. Vous pouvez pouvoir faire du télétravail avec un horaire très flexible, mais si votre employeur fait des bombes qui tuent du monde, bien, peut-être que ce n'est pas en cohérence avec vos valeurs. Donc, l'autonomie, c'est aussi l'authenticité. Le besoin de compétence, c'est de faire un travail de qualité, livrer la marchandise, pouvoir rencontrer les attentes. Puis le besoin d'appartenance ou d'affiliation, c'est je fais partie de la gang, je prends soin des autres et je sais que je suis interdépendant, les autres vont prendre soin de moi. Donc, ce qu'on constate, c'est que les environnements, peu importe la cause, que ce soit l'organisation du travail, la rémunération, votre tendance de personnalité, le leadership, plus vous avez la possibilité de satisfaire ces 3 vitamines-là, plus ça fait glisser le curseur vers des motivations qui sont plus saines. À l'opposé, si notre cerveau ne peut pas avoir une alimentation riche en fruits et légumes, il va se rabattre sur la malbouffe. Si nos besoins sont frustrés, ça va augmenter l'ego, l'orgueil, la pression sociale, les récompenses matérielles, ce qui est un cycle sans fin. L'atteinte de buts qui frustre les besoins amène un autre but plus grand qui va encore plus frustrer les besoins. Donc, on a comme un cercle vertueux puis un cercle vicieux. Puis quand on fait des diagnostics dans les milieux, c'est de voir qu'est-ce qui vient frustrer les besoins, est-ce qu'on peut les intercepter puis diminuer leurs effets? Et du côté positif, qu'est-ce qui augmente la satisfaction? Ce qui est fascinant des 3 besoins, c'est qu'ils sont innés. On les a de la naissance à la mort, ça ne nous quitte jamais. Ils sont universels. Tout le monde les a. La difficulté, c'est de voir que ces besoins-là universels ne sont pas uniformes. Vous avez votre recette, j'ai ma recette, puis tout ça, puis tout le monde dans la salle, vous avez une recette différente. Qu'est-ce qu'on fait en recherche? Bien, au lieu de se poser la question comment on peut satisfaire 8 milliards de personnes, on fait de la recherche sur des grands échantillons, puis on regarde en moyenne qu'est-ce qui marche. C'est ça qui est le fun de cette théorie-là, c'est qu'elle se dit, si on mise sur ce faisceau-là, on met les chances de notre côté. Donc, les 3 besoins, c'est comme les 3 vitamines les plus importantes. Puis l'analogie du tabouret, c'est qu'un tabouret, ça se tient debout minimalement avec 3 pattes. Si on en enlève une ou 2, il tombe.
Un tabouret peut avoir 8 ou 14 pattes. Logiquement, par souci d'efficacité, on en met 3, puis c'est correct. Puis les 3 besoins, non seulement sont-ils importants simultanément dans une sphère de vie, mais lorsque vous comparez vos sphères de vie entre elles. Par exemple, quelqu'un qui est satisfait dans ses 3 besoins au boulot, mais pas à la maison, il va devenir workaholic parce que c'est sa seule source de vitamines. À l'opposé, quelqu'un dont les vitamines sont juste satisfaits à la maison et non pas au travail, ça va souvent être plus une job alimentaire. Une personne où les 3 besoins sont insatisfaits dans toutes les sphères de vie, c'est peut-être une crise, il faut demander de l'aide, il faut agir, mais une vie saine, pleine et entière, c'est lorsque nos vitamines psychologiques sont disponibles au travail, puis quand on va à la maison, on a la même alimentation variée, mais d'une source différente. Je suis curieux, vous accompagnez différents types d'organisations depuis des années. Si on reprend cette image-là, cette métaphore du tabouret, est-ce qu'il y a une des pattes du tabouret qui a tendance à être un peu plus faible? Est-ce que le tabouret, parce que je pense toujours aux expériences collectives. Oui. Dans les dernières années, on a traversé une pandémie. Puis, je suis resté avec d'autres questions. Je suis une personne qui est habitée de questions. Est-ce qu'on peut l'observer justement dans la santé psychologique des organisations quand il y a des constantes ou un certain type de carence? C'est une bonne question. Je vais faire une analogie qui est un peu boiteuse, mais vous allez voir où je veux aller. Si on prend l'oxygène, l'eau et la nourriture, ça va vous prendre du temps avant de dire « Hey, ça fait quelques heures, je n'ai pas mangé », puis vous allez le détecter. L'eau, après quelques heures, vous allez dire « Il me semble que ça serait bon un verre d'eau ». Puis l'oxygène, c'est instantané. Il manque d'oxygène, vous vous en rendez compte tout de suite. Si on fait l'analogie entre les besoins physiologiques et les 3 besoins, anecdotiquement, je constate que l'autonomie, c'est comme l'oxygène. Dès qu'on nous l'enlève, on le constate instantanément. Je sais pas c'est quoi mes rôles, je sais pas c'est quoi mes tâches. On avait des règles, ça a changé. Est-ce que je peux la faire, la décision, ou pas? À qui je demande? Donc, l'autonomie, on s'en rend compte assez rapidement. C'est les rôles et responsabilités. Là. Entre autres, tout ce qui est justice, charge de travail, on le constate prima facie là, avec l'autonomie. Encore là, c'est anecdotique, c'est pas scientifique, mais le deuxième qu'on va se rendre compte, c'est est-ce que je suis capable de faire ma job? Fait que là, mettons, OK, je connais ma job, je sais c'est quoi les rôles, les responsabilités, puis tout ça, mais on manque de ressources. On a une pénurie de main-d'œuvre. Là, on veut faire la job, mais on n'est pas capable de la faire à la hauteur que l'on aimerait, que ce soit en quantité ou en qualité. Puis la troisième patte du tabouret qui est parfois plus longue à se rendre compte, c'est « Hey, moi, j'avais des amis, ils sont tous partis à la retraite. C'est peut-être le temps que je parte. » Des fois, les gens ils vont s'en rendre compte, mais un petit peu plus tard. Donc, tout ce que je vous dis là, c'est vraiment anecdotique par rapport à mes expériences d'intervention. Mais l'analogie oxygène, eau et nourriture, ça va souvent parler aux gens en ce sens que certains besoins sont plus facilement détectables lorsqu'ils sont menacés et c'est la même logique lorsqu'ils sont satisfaits, on le constate aisément et rapidement. J'aime beaucoup cette autre analogie et ça va me permettre de me poser d'autres questions sur l'oxygène, l'eau et la nourriture. Maintenant, si on prend une voie plus appliquée. Comment on nourrit la motivation au travail? Disons, là encore, par souci de paritarisme, si je suis un travailleur, une travailleuse, comment je la nourris? C'est quoi mes prises, mes moyens? Oui, ça c'est une bonne question. Puis, évidemment, la contrepartie, c'est un gestionnaire, un chef d'équipe. Comment je peux l'alimenter? Les 3 besoins, si on veut simplifier la motivation humaine, on retient juste les 3 besoins. Autonomie, compétence, affiliation. On le sait qu'il y en a plus que 3, mais par souci de simplicité, on en prend 3. Donc, il y a plein d'actions qu'on peut faire individuellement ou collectivement, ou même sociétalement pour satisfaire ces 3 besoins-là. Mais dans les écrits que l'on a mis de l'avant, que ce soit dans notre livre ou dans des chapitres de livres qu'on essaie de recenser la recherche, on va mettre 3 grands faisceaux. La rémunération, les relations interpersonnelles / leadership et l'organisation du travail. Donc, si on est payé de manière juste et équitable, puis on met ça de côté, on est capable de se dire, à la hauteur de mes talents, on me rémunère. Le groupe auquel j'appartiens a une structure qui permet de savoir qui se situe où.
l'affiliation et est-ce que je suis capable de faire des choix ou pas. Donc ça structure les 3 besoins. Mais dans beaucoup de milieux, on n'a pas les mains sur le volant pour choisir les acteurs les éléments de rémunération. Et ça, c'est un premier faisceau. Là où c'est plus facile d'agir, c'est les relations interpersonnelles et ou l'organisation du travail. Puis c'est aussi bon au niveau hiérarchique qu'égalitaire. On s'amuse à dire avec la théorie de l'autodétermination, il n'y a pas de surhumain ou de sous-humain. C'est une vue de l'esprit de dire t'es mon boss ou pas. C'est une convention sociale où on se dit tu as un rôle qui, à un moment donné, tu as un petit peu de contrôle sur ma vie, mais tu n'as pas de contrôle sur ma vie si je t'en donne pas. Donc, c'est de l'interdépendance. Par exemple, les relations interpersonnelles, c'est d'apprendre comment satisfaire les 3 besoins chez quelqu'un d'autre. Nous, on a développé des formations, par exemple, pour donner de la rétroaction négative. Les gens se sentent mal, ils utilisent la technique du sandwich, c'est positif, négatif, positif. Ça a des effets négatifs, les gens sont mécontents, le feedback est démotivant. Bien, donner du feedback négatif, ça s'apprend. C'est 6 caractéristiques. On les met de l'avant. Ça, c'est un exemple. Il y a un nombre incroyable d'enquêtes qui montrent qu'on peut enseigner à être montrer à des enseignants comment être motivant. On peut montrer à des profs comment être motivant. On peut montrer avec des médecins ou des gens en secteur de santé comment motiver les gens qui suivent vos soins, etc. Donc, d'apprendre les comportements qui permettent de satisfaire les besoins dans n'importe quelle relation. Ça demande quand même une connaissance. On est dans le rapport à soi et le rapport aux autres. Pour identifier ces besoins-là et ce qui les comble, il faut avoir une connaissance de soi, puis une connaissance des autres. Dans tous les cas, il y a de l'écoute dans ce premier faisceau-là de comment alimenter la motivation, comment alimenter ces piliers-là. Oui, bien, si on prend les habiletés, par exemple, comment donner du feedback négatif. Je vais vous donner un exemple concret. Là, moi, des fois, j'arrive avec des étudiants qui me disent « Monsieur Forêt, j'ai eu 29 dans votre examen. » Mon réflexe spontané, c'est de dire « T'as même pas essayé les vrais ou faux. Garoche-moi n'importe quoi dans les réponses, puis let's go. » Ça, c'est mon réflexe spontané. Pas super pour les 3 besoins. Mais si on prend les 6 habiletés, la première étape, c'est l'empathie. Oh, c'est pas évident d'avoir 29 puis d'avoir un échec. On connecte. La deuxième étape, c'est d'expliquer l'écart entre ce qui est attendu et ce qu'on constate. Donc là, on décrit le problème. Je dis le problème, c'est que la note de passage, c'est 60 %. Là, tu as 29 mais il nous manque 31 %. On décrit les faits. Ensuite, c'est d'offrir des pistes de solutions puis donner des choix. As-tu pensé d'étudier avec une amie qui aime la matière? Le service à la vie étudiante offre des ateliers. As-tu pensé à t'inscrire? La 5e étape, c'est de déclarer vos attentes. Le but, c'est d'avoir 60 % dans toutes les évaluations, puis de donner un rationnel. Dis-moi, l'université me demande de valider vos apprentissages, etc. Puis la 6e caractéristique, c'est de l'offrir avec un ton de voix qui est respectueux. Puis un autre faisceau qu'on me demande souvent, avez-vous des trucs faciles, gratuits et rapides? Puis la réponse est oui. Okay? Il y a un questionnaire qui existe qui mesure nos forces personnelles. Le questionnaire s'appelle Values in Action. Si vous cherchez sur Internet Values in Action, vous allez tomber sur le questionnaire. Il est disponible en 44 langues. C'est maintenant 35 millions de personnes qui l'ont répondu. Ce questionnaire-là mesure vos forces de la plus présente à la moins présente. Quand vous avez vos résultats, les 5 premières forces, ça vous appartient. C'est vous à votre meilleur. Les résultats vont montrer que plus vous utilisez souvent, longtemps et intensément vos forces, indépendamment de vos relations interpersonnelles, indépendamment de combien ou comment vous êtes payé, vous augmentez les probabilités de satisfaire vos 3 vitamines. Donc ça, nous, on a testé l'intervention avec un groupe expérimental, groupe contrôle, avant-après, etc. Mais ça, c'est un questionnaire gratuit, librement disponible, qui permet de mieux se connaître et d'agir sur ses propres motivations. Parce que dans beaucoup de milieux, on n'a pas d'impact, on n'a pas les mains sur le volant pour augmenter les ressources, pour jouer sur les facteurs de rémunération ou autres. Mais ça, c'est gratuit, c'est concret, c'est facile, c'est applicable et ça permet de mettre les chances de notre côté. Excellent, on aime ça, pas ces bons coups, ces ressources gratuites et pertinentes. Il y avait le 3e faisceau. Vous aviez évoqué 3. Ah oui, l'organisation du travail. L'organisation du travail, si on a les moyens d'agir dessus. Oui. Nous, on aime bien le modèle JDR, le Job Demand Resource Model. C'est un modèle qui est comme l'aboutissement des modèles classiques là, de Karasek et Théorel ou Sigrist, etc. Puis il postule que n'importe quel emploi a des demandes. Mais les demandes peuvent être des défis ou des obstacles. C'est là que ça devient compliqué à penser, c'est que des fois, les gens ont l'impression que l'être humain est paresseux puis qu'il ne veut pas de demande. Il veut en faire le moins possible. C'est pas vrai. On n'est pas câblé pour ne rien faire, l'humain. On carbure au
défi. On n'aime pas les obstacles, le red tape, les choses compliquées, difficiles. Si on peut enlever les irritants, ça, ce sont les obstacles. Les défis sont toujours motivants. Et pour faire face à ces défis-là, il faut des ressources. Donc, lorsqu'on regarde l'interaction entre les défis, les obstacles et les ressources, on est capable de calibrer la qualité motivationnelle de n'importe quel emploi. Donc, un emploi motivationnel de qualité sera un emploi où il y a énormément de défis, des obstacles dans une certaine proportion, parce qu'aucun milieu de travail n'est parfait, et des ressources, autant que faire se peut, pour faire face aux demandes et aux défis et aux obstacles. Donc ça, c'est le troisième faisceau, l'organisation du travail. Disons que je suis un travailleur très motivé. C'est le cas, je vous l'assure. Je suis un travailleur très motivé, mais j'appartiens à une équipe qui ne l'est pas du tout. Oui. Ça, c'est pas le cas, je vous l'assure aussi. Y a-t-il un conseil ou une piste d'action en termes très concrets pour une personne dans ma situation? Ça, c'est une bonne question. Moi, j'aime bien la phrase, c'est un ancien président américain qui avait dit « Fais ce que tu peux avec ce que tu as, où est-ce que tu es. Do what you can with what you have where you are. » Donc, dans des situations comme ça, si on n'a aucune action, s'il n'y a aucune possibilité d'amélioration, vous avez essayé plein de trucs, puis tout ça, puis vous voyez que ça vous tire vers le bas, bien, des fois, quitter, c'est une bonne chose. Mais si vous avez un minimum de réceptivité ou d'ouverture chez vos interlocuteurs autour, c'est de voir, j'aime bien les images, là, mais c'est comme de verser l'eau puis voir où est-ce qu'elle peut s'immiscer. Si, par exemple, vous voyez que dans l'organisation du travail, vous avez des tâches que vous détestez, mais que pour une de vos collègues, c'est quelque chose qu'elle adore. Hey, faites un partage de tâches, ça va être merveilleux. Puis connaître les forces des autres, parfois, ça peut permettre de faire ce dispatchage-là de tâches pour déléguer des tâches peut-être moins agréables. Les études montrent que c'est aussi bénéfique de satisfaire les besoins psychologiques des autres pour les autres que pour vous-même. Donc, si vous êtes dans une équipe où ça va moins bien et vous prenez du temps et de vos efforts pour les aider, c'est le fun d'aider les gens. Ça fait du bien d'être bienveillant. Donc, ça serait peut-être une deuxième idée. Puis une troisième idée qui est très générale, c'est ne perdez jamais espoir en l'humain. Quand on regarde les nouvelles, on peut assez rapidement se déprimer, mais si on regarde sur des centaines de milliers d'années, on était là, puis on est encore là. Est-ce qu'on va être encore là? C'est des questionnements philosophiques. Mais crime, il y a sûrement quelque chose qu'on fait de bien pour que ça marche ensemble. Donc, je dirais que ça serait des idées spontanées, mais il n'y a pas d'idée toute faite qu'on peut appliquer à une recette. Là. Mais spontanément, ça serait ce que j'offrirais ou ce que je dirais, oui. Ben, merci. Je vais le prendre. En SST, on parle souvent de co-responsabilité. On fait référence à la loi, à la LSST, et j'ai l'impression que la notion de co-responsabilité s'applique aussi à la motivation au travail. Que finalement, pour qu'elle soit pérenne et qu'elle ait un impact, il faut qu'il y ait co-responsabilité, travail d'équipe. Comme la motivation au travail ne dépend pas d'une seule personne, mais de co-construction. Est-ce que je fais fausse route? Je ne pense pas que vous faites fausse route, en ce sens que les trois pattes du tabouret sont importants pour tout le monde, partout et tout le temps. Donc, si on l'applique à la co-responsabilité, bien, chacun des partenaires fait le choix volontaire de s'impliquer. Ça ne sera pas la même modalité, mais les deux font un choix volontaire et éclairé de dire « je m'engage là-dedans ». Les parties prenantes s'intéressent au fait que chaque personne dans leur milieu, au moment opportun, va faire les bons choix pour être compétent. Donc, je donnais une conférence dans le secteur des mines, puis il m'expliquait comment le cadenassage pouvait être important pour certains trucs ou certaines substances. Puis le but, c'est que même si le gestionnaire ou le contremaître n'est pas là, que tu aies l'assurance que les substances dangereuses sont verrouillées. Puis là, est-ce que j'ai les outils pour faire le bon choix au bon moment quand c'est le temps, même si j'étais à la fin de mon chiffre de 12 heures, que je vais faire le choix de le clencher? Compétence. Puis pourquoi on fait ça? C'est que je tiens à toi puis tu tiens à moi. C'est interdépendant. Puis la notion d'interdépendance est très importante, puis surtout en Amérique du Nord où on a tendance à glorifier le self-made woman ou self-made man. Ça n'existe pas, ça.
Il n'y a aucun être humain qui peut vivre tout seul puis réussir tout seul. C'est impossible. Donc, l'interdépendance, l'affiliation sociale, agir en même temps, faire des choix dans la même direction, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Et ça nous fait une très belle conclusion, Jacques Forêt. Merci beaucoup pour votre temps, pour toutes ces informations très bien imagées. Je crois que c'est une de vos forces de trouver une métaphore, une image, une comparaison qui tout de suite nous fait entrer dans le vif de cette connaissance-là. Merci beaucoup. Et voilà qui conclut cet épisode de Cause Prévention, un balado sans risque de la STARS. Merci pour votre écoute. On vous invite à consulter les documents en référence qui apparaissent dans la description de cet épisode. Si vous avez aimé ce balado, partagez-le et laissez-nous un commentaire. On se retrouve bientôt avec un nouvel épisode pour Causer Prévention.